Bon, maintenant qu'on a un peu partagé des histoires, des anecdotes qui nous sont arrivées, j'aimerais bien que Max puisse vous partager son expérience en fait du Japon. Parce que moi dans la première vidéo, je vous ai parlé de la famille, de la manière dont j'apprenais les cours, des gens que j'avais rencontrés, etc., etc. Sauf que Max, il vit la même chose, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que oui, on est dans la même classe, on fait les mêmes cours, mais on a tous les deux une manière d'apprendre et d'appréhender l'apprentissage du japonais qui est complètement différente. Moi, j'habite en famille d'accueil, lui, il habite tout seul dans un appartement. Il vient du Canada, je viens de la France et de l'Europe, donc on a complètement une vision qui est différente sur ce qu'on va vivre. Et donc je trouvais ça très intéressant qu'il puisse la partager avec vous. On a un peu déconné dessus au départ, mais pourquoi est-ce que tu t'es dit je vais venir apprendre le japonais pendant 6 mois à Sapporo? Ça, je te dirais que c'est parce que je voulais me lancer un défi. Je voulais me lancer un défi dans ma vie et je voulais me dépayser le plus possible. Donc, étant déjà en partant un amateur du Japon, je me suis dit, hey, c'est tellement différent de ce que je connais, de ce que je suis habitué de vivre, que je vais y aller. Ouais. Je vais sauter. Je vais prendre mon billet, je vais aller au Japon, je vais habiter là pendant un certain nombre de temps. Je vais apprécier la culture, je vais apprendre la culture et en même temps, essayer d'apprendre la langue, faire un 2 pour 1, avoir un petit bonus sur vivre ici. Je trouve que pour apprendre et pour assimiler une culture, il n'y a rien de mieux que d'essayer d'apprendre la langue. Parce que la base de toute culture se trouve dans la langue. Et donc ouais, je trouve que c'est une super idée. Comment se sont passés pour l'instant tes 2 premiers mois d'apprentissage du japonais? Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui débutent from scratch, donc à partir de zéro, l'apprentissage du japonais, sans avoir appris des hiragana, des katakana et un peu les conceptions de phrases japonaises, etc., comme moi j'avais pu faire avant d'y arriver? Ouais, donc comme tu as dit, moi je suis arrivé ici avec 0 inboard en base de japonais. 0, 0, 0. Peut-être l'équivalent de quelques mots, là. Donc, comment dire bonjour, ouais, oui, c'est ça, non, la base. Donc, disons que mes 2 premiers mois ont été plutôt rough. Ouais. Parce que là, on commence dès le premier cours. Dès le premier cours, j'ai du retard. J'ai du retard que je ne savais pas en partant que j'allais avoir du retard. C'est ça. Moi, quand je m'imagine qu'on me met dans une classe de grands débutants. De débutants, je m'attends à ce qu'on débute du début, pas qu'on débute de plus loin que le début. C'est surtout que l'école, enfin pour ma part en tout cas, quand je me suis inscrit à l'école, ils disent bien que tu peux avoir appris autant de japonais que tu veux avant, c'est toujours un plus, mais tu n'es pas obligé. Tout n'est qu'optionnel en fait. Si tu veux commencer à partir de zéro, normalement tu en es capable. C'est ce qu'ils disent. Mais on sait tous, quand on a appris une langue occidentale, que se mettre le cerveau, entre guillemets, l'activer le switch japonais est un peu chaud, avec les différents syllabaires, les choses comme ça, mais on va pas en parler ici, ce serait trop compliqué. Je vous mettrai en description le lien de la chaîne de Julien Fontanier, qui fait des cours de japonais. Il a fait des très bonnes vidéos présentations là-dessus, vous pourrez aller voir, ça ira très bien. Donc du coup, tu as commencé depuis le début? Commencé depuis le début avec déjà du retard. Donc en partant, les gens savent relativement lire. Moi, c'est ce que j'avais fait en tout cas. 0. Pour moi, c'est juste des dessins. C'est une feuille avec des dessins. Je peux pas lire rien. Il n'y a rien qui s'assimile avec le français ou l'anglais là-dedans. Là. Non. Donc là, en partant, j'ai ce retard-là à prendre. Mais pendant que j'essaie de prendre ce retard-là, les autres, ils apprennent la grammaire. Pendant que moi, j'essaie d'apprendre l'équivalent de l'alphabet. Donc là, je prends d'autres retards, mais j'essaie de rattraper le retard. C'est qu'au final, c'est comme un genre de cercle sans fin qui est possible de rattraper, mais que si j'avais pris tous les efforts pour le rattraper, j'aurais pas nécessairement apprécié mes 2 premiers mois. Parce que ça aurait été littéralement me cacher dans mon appartement et étudier toute la journée, tous les jours. On a eu énormément de chance parce que dès le premier jour où il est arrivé, on a été foutu à côté. Et on l'est toujours d'ailleurs, et donc on avait quand même de la chance qu'entre 2 francophones, dans la même classe, on soit mis à côté. Parce que ça permet qu'on puisse s'aider et se filer des tips pendant les cours et s'expliquer et se traduire des trucs quand l'un ou l'autre n'a pas compris. Et donc, honnêtement, après ces 2 mois,
moi je trouve quand même que t'as quand même beaucoup rattrapé le retard. J'ai fait du chemin, T'as fait du chemin. Les 2-3 premières semaines, t'as quand même bouffé du tableau Hiragana et Katakana à peu près tout le temps. Ben c'est juste ça que je pouvais faire, oui, rendu là. Mais sans ça, tu peux pas avancer là. Bien sûr, mais t'as quand même du coup essayé de rattraper le retard. Tu t'es pas juste dit, ok, j'ai du retard, je vais le garder tout le long et avancer derrière les autres. Tu t'es quand même donné pour essayer de le faire. Mais pour revenir à la question que j'avais posée au départ, après ces 2 mois, même si c'est rough et c'est super dur et t'en as chié, comment tu peux décrire un petit peu ton niveau de japonais après 2 mois et comment est-ce que tu sens que ça va être après le retour des vacances? Parce que là, dans le 21 c'est la fin des cours, il y a 3 semaines de vacances de Noël. Moi, c'est à ce moment-là que je repars et je retourne en France avant de repartir à Tokyo. Et Max, lui, il reste au Japon. Donc, il nous reste là 3 semaines de cours. Comment tu pourrais définir ton niveau de japonais après, entre guillemets, un trimestre dans cette école? Si tu me demandes d'écrire quelque chose, je suis capable. Si tu me demandes d'avoir une conversation avec toi, dépendant du niveau de difficulté de la conversation, je vais être capable de te répondre et de comprendre. Mais on parle de des phrases simples ici, là. Demande-moi pas de te faire un séminaire scientifique, là, ça marchera pas, là. C'est la partie la plus difficile, parce que je suis d'accord. Faut qu'en même temps que tu penses à qu'est-ce que tu veux dire, faut que t'appliques la grammaire en même temps, qui est complètement différent du français. Complètement, c'est l'inverse. C'est parler comme Yoda. C'est une très bonne façon de l'expliquer rapidement. C'est parler comme Yoda. Donc faut que tu mettes ton cerveau, faut que tu changes la switch de ton cerveau et tu peux pas penser en français puis parler en japonais. Si tu veux parler en japonais, faut que tu essaies de penser en japonais. Ouais. Ça, je trouve que c'est hyper important. Mais est-ce que tu as aussi essayé de discuter avec d'autres personnes que les profs en japonais? Parce que je sais que moi, par exemple, pour la famille d'accueil, quand je discute avec eux, ils essayent énormément de m'aider. Et même les gens que j'ai croisés dans la rue, avec qui j'ai discuté, etc., les gens, en fait, en voyant que tu apprends le japonais et donc que tu peux faire des erreurs, des choses comme ça, en fait, te facilitent tes phrases. C'est-à-dire que quand tu commences à dire quelque chose, quand tu commences à sortir 2-3 vocabulaires, ils peuvent te donner la phrase ou t'aider à avancer. Est-ce que tu as déjà essayé comme ça de discuter avec des gens en dehors ou tu t'es juste, du coup, t'es juste resté bloqué au niveau oral avec les profs? Je te dirais que j'ai juste parlé, si on veut, en quelque sorte, japonais avec le monde de l'école. Ouais. J'ai essayé d'écrire avec du monde japonais que je comprends, surtout écrire. Donc ça me permet de pratiquer mes mots, ma grammaire un peu. Bah même, ça permet de voir déjà si dans ta tête, tu arrives à former une phrase qui est correcte. Oui. Moi, je sais qu'une technique, je te l'ai même pas donné cette technique. Une technique que je fais quand j'écris un message en japonais, c'est que je me fous sur Google Traduction et je mets dans la case japonais de base et j'écris mon message. Et en fait, si la traduction anglaise veut dire quelque chose, même si les traducteurs, honnêtement, traduire le japonais, le traduire en anglais, ça peut donner quelque chose de compréhensible, et si pas le traduire en français, ce sera forcément à chier. Et donc si ça donne quelque chose de compréhensible en anglais et les phrases sont comme je l'avais imaginé, en général c'est que tu as réussi à faire ta phrase et que si tu l'utilises à l'oral, tu y arrives. Et donc si tu arrives à la penser comme ça à l'écrit et à l'écrire, même si tu mets une demi-heure à l'écrire sur Google Trad, elle restera forcément plus en tête et tu pourras la ressortir en dehors. Oui, c'est un bon point ça. Et donc comment est-ce que toi, tu arrives à construire tes phrases? Est-ce que tu ressors tes cahiers quand tu veux écrire un message? Est-ce que tu écris en anglais sur Google Trad et tu copie-colles comme un sac? Non. Ou est-ce que tu mets en anglais sur Google Trad et tu corriges la version japonais qu'il te donne? Quand je veux écrire un message à quelqu'un en japonais, je sors mes 3 bouquins. Les 3. Ça me prend 15 minutes d'écrire une seule phrase, mais elle est juste. Je suis certain, 90% certain, qu'elle est bonne. Un autre truc où justement je pense que ça peut être intéressant que tu leur en parles, c'est qu'est-ce que ça fait de vivre tout seul? Moi je vais le faire à Tokyo bientôt et encore c'est en résidence et toi c'est en appartement, donc c'est encore une autre façon différente, donc c'est encore plus intéressant que tu le dises. Qu'est-ce que tu as à faire? Est-ce que tu as des obligations qui sont chiantes? Est-ce que tu as des trucs qui sont particuliers, qui sont complètement différents du Canada? Explique-nous. Ben, premièrement, moi j'arrive de genre habiter avec mon père, donc oui. je pars d'habiter avec ma famille et
tout seul. Première expérience tout seul à l'autre bout du monde. L'autre bout du monde. On parle de 14 heures de décalage. Littéralement, tu peux pas être plus loin. Là, là actuellement, on a 8 heures de décalage avec la France, donc c'est presque 2 fois plus. Donc, premièrement, faire mes propres repas à chaque jour. C'est pas trop compliqué, ça. J'aime bien. J'aime bien cuisiner. Mais sinon, quelque chose qui me surprend, la logistique des déchets. Oh, ça, la logistique des déchets au Japon. Je sais pas si j'en ai parlé dans la première vidéo, mais vas-y, je te laisse parce que c'est ton souci. C'est comme s'ils rendaient ça trop compliqué pour rien. Mettons, je prends par exemple le Canada. On a les déchets qui se brûlent, le recyclage, le compost. Ici, on a les déchets qui se brûlent, les déchets qui se brûlent pas, le recyclage du papier, le recyclage des bouteilles et le recyclage du plastique recyclable. Parce qu'il y a du plastique non recyclable aussi. Il y a surtout trop de plastique. Beaucoup trop de plastique. Et le Japon est en avance sur plein de trucs. Mais sur les emballages, ils ont un retard de 20 ans. Facile. Je pense que j'ai un mur dans mon appartement avec 7 sacs différents pour tout trier. Puis chaque jour, porter un sac différent. Parce que chaque jour, c'est quelque chose de différent qu'ils ramassent. Chaque jour. Un sac différent que je sors le matin en allant à l'école, je drop ça, fini. Et il n'y a pas 2 fois dans la semaine où c'est le même genre de truc? 2 fois dans la semaine, les produits que tu peux brûler, ce qui veut dire les restants de nourriture, parce que sinon ça commence à sentir un peu. Donc, mais sinon, sinon, dans mon monde à moi, c'est quoi la différence entre le plastique recyclable et les bouteilles recyclables? Pourquoi ça va pas dans le même sac, ça? À part le tri des déchets. Et le fait de cuisiner tout seul. Par exemple les courses. Comment ça se passe les courses? Premièrement, faut pas s'attendre à faire une épicerie par semaine ici. Non, pas une épicerie par semaine. Faut s'attendre à aller à l'épicerie pratiquement à tous les 2 jours. Parce qu'on a un petit frigidaire, des petites portions, pas beaucoup de place dans les appartements. Un appartement c'est petit. C'est peut-être comparable à un appartement en France, je sais pas, mais comparé. Non. Bah, par rapport au tien. Et encore, on l'a pas encore précisé. Mais Max, ici présent, a eu énormément de chance. C'est-à-dire qu'au moment où il est arrivé avec un peu de retard. Je sais même plus. Ah oui, parce qu'avec tes équipements de ski, etc., il y a eu du retard. Non, avant mon visa. Non, avec ton visa. Mon visa. Avec son visa, il a eu du retard. Donc du coup, il est arrivé, il a raté la cérémonie d'entrée, il est arrivé le jour même de la rentrée. Et donc, il avait déjà payé pour un appartement, mais il savait pas encore quel appartement ils allaient lui donner. Et donc quand il est arrivé, ils n'avaient plus des appartements de taille standard comme ils ont donné à tous les autres étudiants. Donc Max s'est retrouvé avec un appartement qui est normalement, on pense, pour 2, mais clairement c'est un appartement qui pourrait être comparé à aux grandes chambres en cité universitaire en France. Bon, alors une dernière question. On est dans une école internationale, donc il y a des gens qui viennent de partout. Bah, de partout, oui, tu connais la définition d'international. Et donc, qu'est-ce que ça te fait de pouvoir échanger comme ça avec autant de gens et de pouvoir vraiment confronter ta culture et ce que tu connais à toutes ces personnes-là? Encore là, je trouve que ça ajoute positivement à mon but du départ qui était de me dépayser. Parce que là, ça me permet de comparer ma situation, mon pays, avec la situation de tout le monde qui viennent des pays différents. Parce qu'on a littéralement une 12aine de pays différents dans notre entourage en ce moment? Facile, ouais. L'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Indonésie, la Malaisie, France, Malaisie, Indonésie, la Russie, il y a Taïwan, la Suède, la Finlande, il y a qui d'autre? Ah, il y a les Japonais. La Taïwan, les Japonais. Taïwan, j'ai déjà dit. Là, actuellement, ça fait déjà 12. La Corée, on a oublié nos potes coréens. Ça fait 13. Et comme tu dis, comparer 13 pays, c'est quand même pas mal. Les différences entre tout, c'est énorme, c'est sans arrêt. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose auquel tu t'attends, mais finalement tu t'attendais pas. Bon, on arrive à la conclusion de cette vidéo. Je sais pas du tout combien de temps elle va durer. Vous avez vu aussi, le soleil est un peu en train de se coucher, mais grâce à la neige, cette magnifique neige, on obtient une lumière qui est beaucoup mieux que dans l'ancienne vidéo. Hein, parce que, on va pas se mentir, c'était moche.
Acheter, donc, acheter. Ouais, la HD. Mais donc, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion de tout ça? Bah, je pense déjà que je peux affirmer pour nous deux, et sans mentir, que ce qu'on est en train de vivre, et ce qu'on a vécu, et ce qu'on va vivre, nous fait grandir énormément. On a rencontré des gens avec qui on a tissé des liens d'amitié qui sont très forts, et que j'espère pouvoir continuer d'entretenir, et surtout qui sont aux quatre coins du globe. C'est-à-dire que nos potes qui sont par exemple aux Philippines ou au Canada ou en Allemagne, eh ben, quand on arrive dans les pays de chacun, on peut aller les voir. Ou alors quand on arrive dans un pays à côté, on peut décider d'aller voir l'autre personne dans son pays. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de très fort, parce que il n'y a que en vivant ce genre d'expérience à l'international ou dans des écoles internationales qu'on peut rencontrer des gens, confronter nos cultures et tisser des liens qui sont si forts. Jamais regretter de ne pas avoir été parlé à quelqu'un. T'as jamais rien à perdre. Jamais rien à perdre. Au pire, tu vas avoir l'air un peu stupide. Pas grave, ça arrive à tout le monde, hein. Ouais, ouais, je confirme. Mais si ça fonctionne, tu t'es fait un ami. Tu t'es fait un ami qui habite à l'autre bout. Tu vas avoir... Il va te donner des connaissances, il va te faire grandir. La conclusion, c'est que bah, on est au même endroit, au même moment, mais c'est pas les mêmes choses qui nous ont poussés à venir à cet endroit, et on va pas vivre les mêmes choses après. Mais dans tous les cas, on vit quelque chose de fort ensemble au même endroit, et ça va nous permettre de nous retrouver plus tard dans le futur. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir. Waouh, c'était beau, hein. C'était touchant. C'était touchant. Wow, j'ai presque les larmes aux yeux. Bon, cette vidéo touche à sa fin, et comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu et que bah, vous ne serez pas ennuyé en la regardant. En tout cas, nous, bah, on n'avait pas prévu vraiment ce qu'on allait dire. C'était un peu interview à l'arrache, interview complètement improvisée. Et j'espère que bah, j'aurai quand même réussi au montage à faire quelque chose de concret, et que vous ayez compris le message principal de la vidéo, et que vous ne serez pas ennuyé en la regardant, et que vous aurez quand même trouvé bah, que son parcours et mon parcours et cette histoire-là est intéressante à suivre, et que vous êtes toujours là pour écouter ce que je suis en train de dire. Et que ça vous donne le goût de le faire, de tenter l'aventure. Dans tous les cas, avant ce que je dis à chaque fin de vidéo, je vais laisser Max faire un petit mot. Ah oui, un petit mot. C'est, tu peux... Vas-y, cette caméra est à toi, tu peux dire ce que tu veux. Salut grand-maman. Je t'avais dit, j'allais être sur ton écran YouTube là, ici là. C'est que... Je t'aime grand-maman. C'est tout. Ouais, c'est tout. Dans ma dernière vidéo, je remercie mon grand-père. Dans celle-là, tu remercies ta grand-mère. On a quand même des petits-enfants irréprochables. Bon alors, j'ai teasé juste avant. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu pour la liker, un pouce rouge si vous ne l'avez pas aimé, mais expliquez-moi pourquoi dans la barre des commentaires. Dans la barre des commentaires, ça n'existe pas, mais il y a l'espace commentaire par contre dans lequel vous pourrez nous partager vos propres expériences, ou alors vos projets, ou en tout cas nous poser des questions, si vous avez des questions à poser sur ce qu'on a vécu, parce que je peux faire passer des questions à Max, et même il peut les lire lui-même dans l'espace commentaire. Donc en tout cas, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Si vous avez juste envie de dire quelque chose, il y a cet espace qui vous appartient et il est là pour ça. Comme d'habitude, partagez la vidéo parce que ça permet de faire connaître à vos amis, qui font connaître à vos amis, les amis des amis. Les amis sont mes amis et ses amis et les amis de tout le monde. Comme ça, on rencontre des gens à l'autre bout du monde et c'est génial. Dans la description aussi, comme d'habitude, il y a toujours mon Twitter et ma page Facebook, parce que je poste des trucs dessus des fois pour prévenir quand il y aura des retards de vidéos comme souvent, et même juste je les annonce, donc si au moins vous n'avez pas la notification sur YouTube, vous pouvez la voir. Il y aura aussi cette fois-ci l'Instagram de Max, parce que on l'a pas dit là, mais il fait des photos, mais du feu de Dieu, vraiment. Ces photos sont magnifiques. D'ailleurs, il y en aura sûrement dans la vidéo que j'aurais mis à différents moments pour illustrer un peu ce qu'on a dit. Donc vraiment, allez le voir sur Instagram, ça vaut le détour. Maintenant, je pense que j'ai terminé. T'as les lèvres bleues, j'ai les doigts gelés, la neige est magnifique. Je vais retourner dans mon trou, hein, moi. Dans ton trou, à apprendre du japonais. Allez, dans tous les cas, à la prochaine. Ciao.